Wow! Number one! Number fucking one! Je pense pas que c'est le rang qui nous est attribué ce soir. À moins que ça soit ça l'expérience qu'on fait ce soir. C'est un Squid Game. J'ai barré la porte. Vous avez tous des numéros. Les numéros proches du top peuvent voler les autres. Wow! Ça va être fun! Hein? Ça fuckera rien, ça, dans 100 ans. Premièrement, joyeux Noël, tout le monde! Oui! Hey, c'est tellement weird de fêter Noël sans JF. Genre, why? Pourquoi j'ai jamais pensé à Noël sans JF. D'ailleurs, j'ai des nouvelles de JF. J'ai demandé comment ça allait cette semaine. Il m'a dit, ça va bien, j'ai mal au dos. Un message difficile à suivre. C'est tout, j'ai rien d'autre. Très occupé de JF, puis moi aussi. Ce soir, c'est spécial. Pas juste parce que j'ai une tuque du Père Noël, mais parce que c'est un peu le party de Noël de Club Dodo. J'ai décidé que c'était ça ce soir. Party de Noël, donc est-ce qu'il va y avoir des cadeaux? Absolument. Est-ce qu'il va y avoir du plaisir? Peut-être. Et est-ce que vous allez être endetté à la fin? Probablement. Alors voilà, ce soir, en passant, j'ai pas le temps. Beaucoup. Fait qu'on va falloir aller vite. Sauf qu'il y a quand même des choses que je peux pas passer à côté. Okay? La première affaire, là, vous allez peut-être trouver ça plate, mais je veux vous parler de publicité. Aimez-vous ça, vous, la publicité? Non! OK. Wow! Mais c'est comment qu'on est supposé financer les affaires? Allô? Mais moi, j'écoute pas. Qui ici écoute Club Dodo sur YouTube? Faites-vous ça des fois, même si vous êtes dans la salle aussi? OK. Calmez-vous. Vous pouvez écouter d'autres choses des fois. Non, mais moi, je l'écoute pas parce que je suis dedans. Et c'est bizarre de s'écouter. J'aime pas ça, faire ça vraiment. Non, ça va, mais je veux dire, je l'ai vécu le show. J'ai pas besoin de le revivre. Mais des fois, j'écoute, c'est pour Julien. Mon ami Julien fait du montage. Puis là, il me dit, mettons, je suis content que j'ai fait avec ce bout-là. Puis là, je suis comme, faut que j'aille checker. Donc là, je vais checker. Puis là, je suis allé écouter un peu de Club Dodo sur YouTube. Vous m'aviez pas dit ça, qu'il y a genre une annonce aux 42 secondes? Littéralement, Club Dodo sur YouTube, c'est moi qui crie pendant 45 secondes. Genre, là, tabarnak! Du coup, du vrai. Harvey's. Qu'est-ce qui se passe, Patrice Roy? Puis ça coupe, c'est genre Marie-Pierre Morin qui est genre, ouais, on peut t'envoyer de la nourriture à la maison. C'est tough, là. C'est tough, cette rencontre-là. Puis là, je reviens, puis je suis encore plus fâché. Puis, tu sais, c'est tout le long. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis là, j'ai eu une grosse discussion avec Julien ce mois-ci par rapport à ça. Puis là, ça va devenir super technique, mais en même temps, c'est correct. C'est comme on fait les états de l'année, les états de compte. La pub sur YouTube, nous, ça nous donne 300$ par mois. La chaîne, à peu près. Mais ça me ultra gosse de recevoir 300$ par mois de genre maxi. Et tu sais, dans le sens, c'est tous des fucking annonceurs à qui j'ai rien demandé, qui viennent s'immiscer dans mon contenu, qui vous rendent dingue, vous autres, parce que tu essaies d'écouter ta petite émission tranquille dans ton lit, puis comme quelqu'un qui est genre, t'as-tu besoin d'une nouvelle laveuse? Puis là, tu te dis, ok, moi, je voulais juste dormir, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est tough en même temps de laisser aller genre 3600$ par année quand t'en as pas vraiment de cash, tu sais, parce que une fois par année, tu sors ce compte-là, là, 300$ par mois, puis on se split en deux, puis là, on se demandait quoi faire avec ça, puis je le sais pas. Mais il y a une affaire que je sais, par exemple, c'est que ça se peut pas écouter ces émissions-là avec des pubs. Comme là, probablement, il y a déjà une pub. Après la pause! Canadian Tire, c'est beaucoup plus! À des gratteux de petits prix. Tu sais, c'est ça, genre... Puis là, je sais même pas si les haies de YouTube, il est capable de le couper à la bonne place. Tu sais, j'ai fait une pause, là, tu sais, mais peut-être qu'il va me laisser faire ce bout-là bizarre, puis la mettre maintenant. Mais, fait que c'est ça. Mais, ça s'écoute. Fait que là, ce que je vais faire, ce qu'on a décidé qu'on allait faire, première chose, maintenant, sur le Patreon de Club Dodo, on va uploader les épisodes straight dans le Patreon, pas un lien YouTube. Fait que ça va faire qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de publicité, il est sur Patreon et non sur YouTube. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce Patreon-là puis avoir accès à ça. Je pense qu'à partir de cet épisode-ci, ça va être demain. Chauffeur, fille de Sainte-Catherine, s'il vous plaît. Fille de Sainte-Catherine, à Montréal? Non,
Pays les Sainte-Catherine à Trois-Rivières. Le restaurant Pays les Sainte-Catherine, là où l'on vous sert de bons petits déjeuners, les fameux club deals et de savoureux menus du jour à compter de 3,95 $. Le restaurant Pays les Sainte-Catherine, de délicieux steaks cuits sur le grill, tout un choix de table d'hôte la fin de semaine et un service de livraison ultra rapide. Alors la prochaine fois qu'on vous demandera où est Pays les Sainte-Catherine, répondez. Coin Royal et Saint-Jacques à Trois-Rivières. La deuxième affaire, vous pouvez faire. Tous les adblocks ne fonctionnent pas avec YouTube. Parce que YouTube, il reconnaît que tu essaies de bloquer. Puis lui, genre, c'est ça qui est fascinant quand même, c'est que, tu sais, je pense que quand tu es de l'autre côté de l'écran comme nous, tu regardes YouTube, tu fais ça, c'est un site pour écouter des vidéos, mais de leur base, c'est un site pour pousser des pubs. Fait que tu peux pas mettre un... Si tu mets un anti-pub sur YouTube, c'est comme si tu annihilais toute l'idée que ce qu'ils sont en train de faire. Les plus grands délices sont au buffet chinois. Mandarin, le mandarin, le plus que buffet. Tu comprends? Eux autres, c'est une compagnie de poussage de pubs. C'est encore lisse de qu'est-ce que t'écoutes entre les pubs. Là. Fait que... mais ça a l'air que Coffee Break, c'est une app que je pense qui fonctionne juste avec Chrome, par exemple. Mais ce que ça fait, Coffee Break, c'est que ça fast-forward 200 fois les annonces. Fait que... deux choses en même temps. Les annonces passent super vite. Puis, YouTube ne reconnaît pas que tu les as écoutées à 200 fois de vitesse. Fait qu'il paye quand même une pub au créateur. Fait que ça, peut-être une crise de bonne idée. Sinon, Julien dit que vous pouvez downloader l'épisode sur YouTube, mais je suis comme... Ah ouais. Peut-être toi, tu peux, Julien, mais... Nous, on fait pas ça. Il m'a dit que c'était simple de googler. J'étais comme, ouais, bonne chance avec ça. Comme ce soir, j'ai rien fait. Et sinon, évidemment, vous pouvez aussi vous abonner puis payer sur notre Patreon, mais tu sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut, puis ça va, mais c'est ça, là. Parce que là, tu vois, il y a un 3 000 $ par année que j'ai le goût de pas collecter, mais dont j'ai besoin. Après la pause, où est l'économie? À Club Dodo. Ah oui, applaudissez, c'est beau. Je suis Astor, un robot. Moi, je peux remettre mon bras, vous pas. Jouez prudemment. Nous sommes de retour à Club Dodo. Cole Caulfield n'est toujours pas arrivé, mais en attendant, je vais juste... Ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait 5 minutes ou 12? J'ai de la misère avec le... Ça fait 5-6 minutes. Parfait, OK. Juste parce que je vous dis, ce soir, là, on n'aura pas le temps. Okay? Il y a trop d'affaires. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a des affaires là, qui se passent ce soir. Vous n'avez pas idée. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas parler, puis c'est dommage parce que ça aurait été bon. Genre, on aurait eu des bons segments. Je ne pourrais pas parler de Luc Poirier à la guignolée des médias. La guignole, au chat. J'ai pas le temps! J'ai pas le temps. Mais ça aurait été bon. Je l'ai eu, cette conversation-là, avec moi-même dans le salon. J'ai ri. Il y avait un petit peu de colère aussi. Tout était là. Les ingrédients qui font d'habitude qu'on a des bonnes conversations, ils étaient là, honnêtement. Très déprimant. Je ne sais pas si vous avez vu, là, Luc, qui s'est même d'ailleurs pris en photo et posté lui-même sur les... Tu sais, honnêtement, là, si tu as 500 millions de dollars ou plus, prends-toi pas en photo. Genre, cache-toi. Reste caché, là. Genre, il y a les égouts, peut-être, on va pas beaucoup là. Sinon, je dirais la forêt, genre les canyons, ces endroits-là. Puis sors de la trail, parce que, tu sais... Mais je peux pas croire. Imagine, hostie, je sais, on n'a pas le temps. Là, imagine... Non, mais moi, je pensais juste à la madame dans la photo. Mais c'était une madame, là, OK? Tu sais, déjà... Là, j'ai rien contre les madames, OK? J'aime fou les madames. Mais tu sais, les madames, des fois, tu sais, c'est pas... Tu sais, t'es allé en ville, là, en auto, là. C'était compliqué, là, genre, avec son GPS, puis tout, puis tu sais, ça voit pas tout. Puis, parce que c'est une madame, là, genre 62 ans. Elle est super fine, là, la madame, là, genre, c'est peut-être une ancienne prof, on sait pas, mais une madame normale. Et là, tu t'arrêtes à rouge, là, puis là, il y a quelqu'un qui vient quêter. Puis là, t'es comme, je suis à Montréal, tu sais. Là, ouf. On n'est plus à Boucherville, Richard, là. Tu sais, la vibe change. Là, tu descends ta fenêtre et c'est Luc Poirier qui te demande de l'argent. Comme, yo, c'est les nouveaux gags juste pour rire? Comme, qu'est-ce... C'est complètement stupide. C'est comme Monsieur Savoura, il est comme, t'as-tu des tomates? T'es comme, non, toi, t'es plein. C'est toi les tomates au Québec. Pourquoi tu veux mes tomates? Tu
très, très bizarre pour cette madame-là. Puis en plus, on va prendre une photo, puis t'es genre... Lui, il m'a demandé de l'argent. Éric Lapointe m'a demandé de la poudre puis de la violence. Que faire? Il était là dans ma porte de char. Un petit peu de violence, madame, pour les pauvres. Ben, je pensais qu'il y en avait assez. Mais non, il en veut toujours plus! Fait que ça, on n'aura pas le temps de parler de ça. Aussi, on n'aura pas le temps de parler de Guillaume le Vétivierge. OK. Je le sais! Hey, non, mais Guillaume... Attends une minute, excuse-moi. Guillaume, il sait comment faire un comeback. Là. Premièrement, il n'est jamais vraiment parti, by the way, là. Mais, OK, c'est vrai, pendant quelques temps, on l'a moins vu. Je pense que c'est un plus, honnêtement, pour tout le monde. Non, mais on l'a beaucoup vu, là, Guillaume. C'est pas comme s'il avait manqué de chance là, d'être là. Là, il était moins là à cause de quelques petites affaires qui sont arrivées. Des petits événements, 1, 2, 3, poup, poup, poup. Ça arrive, hein? Ça arrive à tout le monde. Mais là, il était partout, genre, dans les dernières semaines, pour nous parler de son injustice, de son incarcération dans la prison de la non-reconnaissance publique. Je m'excuse pour cette phrase. OK. Et non, mais il était on-inge. Là, je me souviens plus où, parce que j'ai vu des snippets là, de partout, genre. Mais tu sais, il était comme à Isabelle Maréchal, il est allé 2 fois à Stéphane Bureau. Hey, Stéphane Bureau, hein. Non, mais on a-tu besoin de Guillaume le Vétivierge, genre, à la télé, puis dans le podcast, comme en même temps, la même semaine? Pas sûr. 2 chances de dire le N-word dans la même semaine, c'est sûr. C'est sûr, c'est quand même nice. Stéphane n'allait pas manquer sa chance. Mais, puis il était on-inge. Honnêtement, tu sais, d'habitude, je dirais, genre, faut pas perdre de temps avec ça. Des vedettes, tout. Mais je pense qu'il faut pousser beaucoup le contenu de Guillaume le Vétivierge parce que si ça réveille pas vos colères de classe, nothing will. Ce gars-là est tellement bourgeois déconnecté, genre, c'est malade. Il dit en entrevue que ce qu'il a vécu, là, dans le fond, c'est pire que ce que des personnes graves vivent, qui font des crimes graves, que des personnes qui font des crimes graves vivent. Lui, il a eu des plus grosses conséquences. Puis j'étais comme, attends une minute. T'es ça en train de me dire que si tu tues quelqu'un, tu peux continuer à animer chanteur masqué. Maintenant. Après la pause. Guillaume, bonjour. Oui, salut Guillaume, c'est Freddy Charles, je tourne un film. Et pour les cascades, j'ai pensé à la Santa Fe. Qu'est-ce que t'en penses? Un très très bon choix. Une grande agilité et surtout une excellente tenue de route. Hey, Freddy, as-tu un rôle pour moi? Je te rappelle. OK. Non, mais, tu sais, comme, je comprends, il a perdu tous ses contrats, puis il est triste de ça. Là, t'es comme, ça, c'est toute une old discussion qu'on n'aura pas parce qu'on sait, on s'en crisse. Mais, c'est juste que là, fait que là, il fait, OK, mais comme, qu'est-ce que tu fais? Puis il est genre, ben, c'est ça, j'ai perdu tous mes contrats, tout l'argent qui rentre. Fait que là, je suis obligé de vendre mes terrains. Excuse-moi, là. Genre, moi, je suis là dans mon appart, puis je suis comme, ah, faut que tu vendes tes terrains, c'est poche, c'est vraiment poche. Vas-tu être correct? Combien de terrains qu'il te reste? Honnêtement, je pense, tu sais, Guillaume, fais attention avec cette ligne-là, là, parce que ça va nous donner vraiment le goût de tout vous canceller les bourges, que vous vendiez toutes vos astuces de maisons de trop. Faut que je vende mes maisons. Je peux plus travailler avec quincaillerie. Fait que vraiment, il veut partir un Netflix québécois aussi. Je l'encourage honnêtement fort là-dedans. Ça va être super bon. Wow, mais j'ai pas le temps. OK. J'ai pas le temps de parler de ça. Dernière affaire, j'aurais pas le temps de parler. Cette semaine, Jean Boulet. Eh oui, le Cupidon des riches. Jean Boulet a été voté le ministre le plus apprécié dans le palmarès des parlementaires de la presse. Et ça... Mais ça, attendez, là, ça, c'est la presse. Ils vont demander aux gens qui travaillent au Parlement, aux autres députés, aux autres élus, c'est qui votre parlementaire préféré? Tu sais, déjà, shut up, là. Ils ont voté Jean Boulet. Et juste dire, il a coiffé la pole position à Gilles Bélanger. Savez-vous c'est qui, ça, Gilles Bélanger? Ah! Vous savez pas c'est qui? Ben, je vais vous le dire, c'est qui? C'est votre ministre de la cybersécurité et du numérique. Hey, non, mais y a-t-il quoi qui va bien au Québec, puis c'est le numérique? On est-tu à fucking fine pointe avec Gilles Bélanger, entre toi et moi, là? Très apprécié de ses pairs. Fait que, wow. Fait que c'est ça. Juste, en tout cas, j'essaye ce que ça vous fait. Après la pause, un cadeau.
Hey, c'est chaud, ça. C'est vraiment chaud être le Père Noël, hein? J'ai le temps de relaxer au moins pendant la pause. De retour à Club Dodo, on a une surprise pour vous! C'est malade. C'est comme ça qu'ils font, en plus, hein? Avez-vous déjà été à un taping télé? C'est 100% ça, mais t'as pas le choix, là. Genre, ils engagent 2 intimidateurs d'applaudissements. C'est ça qu'ils font, ils t'intimident à applaudir, comme ils partent des applaudissements, comme un peu comme Justin faisait. Puis, mais t'es comme obligé. Sais-tu qui a commencé de même? Éric Salvaire. Fait que tu peux... Ah, OK. Dans ton cas, tu vas pas te rendre intimidé plus que les applaudissements, c'est ça? On va se fier sur toi? Parfait. Ce soir, c'est ça, j'ai des cadeaux pour vous. Le premier cadeau que j'ai, c'est un beau cadeau. C'est un cadeau, c'est une surprise? Je sais pas. C'était un cadeau que je me fais à moi aussi. Au mois d'octobre passé, j'ai assisté à un colloque. Je pense que j'en ai parlé un petit peu, mais je me souviens plus si c'était ici ou dans Le Temps des monstres. C'était organisé par le collectif de recherche Gramscienne. Et c'était comme un colloque sur 2 jours avec plein de petits exposés différents autour de la thématique « Que faire des médias ?» perspective gramscienne sur les médias en période de contre-révolution conservatrice. Puis, on est allé faire un tour là. Honnêtement, c'était super le fun. Savez-vous, c'était où? C'était à l'Institut italien de culture de Montréal, ou, si vous voulez faire fâcher PSPP, à l'Istituto Italiano di Cultura di Montréal. C'est vrai. Vous pouvez checker sur leur site web. Il est plus beau que les sites web de la CAQ. Donc... Et je suis sûr qu'ils n'ont aucun ministre de la cybersécurité, eux. Donc, voilà. Fait qu'il y avait, c'est ça, 2 journées, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun, mais tu sais, c'était genre un lundi, mardi, je pense, dans la journée. Puis tu sais, c'est passé ça, tu te ramasses comme 50 personnes d'une pièce. Puis tu sais, je dis 50, mais c'était plus comme 30, là. Puis c'est sûr que c'est des affaires qui ont tendance à pas sortir un peu de certains cercles gramsciens. Et... mais c'est dommage en même temps, parce que c'est ça aussi, la crise de l'anti-intellectualisme. Tu sais, c'est comme... de ne pas être capable jamais de recevoir de l'information, d'en donner, d'avoir des espaces pour ça, que le monde ait envie d'en recevoir, qu'il soit disponible pour le faire. Tu sais, c'est comme tout ça. C'est qu'à force de se fider dans la gueule des affaires dégueulasses qui vont à 300 000 à l'heure, on dirait qu'on n'a jamais accès à de quoi d'intéressant. Mais moi, je pense que le monde, ils sont pas tweets, le monde. Ils sont capables de comprendre plein de choses. Il faut juste comme les intéresser puis leur expliquer. Fait que je me suis dit, pourquoi, dans le fond, j'amènerais pas ça ici? J'amène des exposés ici. Bon, là, évidemment, j'ai pas tout amené parce que c'était 2 jours. Pas... Voulez-vous rester 2 jours avec moi? Qui dit oui? That's weird. 2 jours, faut qu'on fasse un dodo ensemble. Ça, c'est... Puis je dis pas qu'on est obligé de le faire ensemble, mais dans le sens, il y a un dodo comme... Tu sais, il y a un moment où c'est comme... bon dodo. C'est spécial, ça. C'est intime, ça, faire un dodo avec quelqu'un. Qui fait dodo avec quelqu'un ici? Par applaudissement? C'est Club Dodo. Qui fait dodo tout seul? Tu vois qu'ils applaudissent moins fort, moins vivement. C'est plus difficile. C'est normal. Non, mais c'est important, mais je veux dire, c'est correct. Le dodo seul, dodo ensemble, tout est correct. Où est-ce qu'on est, tu sais? Après la pause! Vous cherchez la solution pour vous permettre de bien dormir? Matelas Bonheur, c'est le repos. Le bien dormir. Matelas Bonheur, c'est le bonheur. Non, c'est ça. Fait que donc, j'ai réussi à établir le contact avec 2 personnes qui étaient là cette journée-là, puis qui ont fait... je peux-tu te dire, c'est quoi le titre, là? Ça vous dérange-tu? OK, ils ont fait une présentation, un exposé, je ne sais même pas comment appeler ça, sur le titre « Crise urbanique du néolibéralisme et retour du nationalisme conservateur au Québec ». Puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je leur ai demandé si ça leur tentait de venir vous la faire ce soir. Puis ils ont dit oui. Fait qu'on peut les accueillir. Venez me rejoindre. Alors, on a Raphaël Canet, qui est professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal, et Léo Palardi, qui est étudiant en sciences politiques à l'UQAM, qui vont venir en attendant Cole Caulfield. Fait que je vais leur laisser le stage, mais là, je vais les laisser setter up en, tu sais. Je suis un peu, comme le grand frère, là, tu sais. Il est là, tu fais sentir à l'aise, s'il est pas... Lui, il est là depuis tout à l'heure, il jase. Tu comprends dire? Tout le monde est comme, non, on comprend pas. C'est pas ça, pas en toute la vibe. OK. Non, mais pour vrai, là, je voulais juste vous dire,
On parlait tantôt d'écouter les épisodes sur YouTube. Ceux qui sont là-bas, là, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus loin pour l'écran. Vous pouvez peut-être vous lever si vous voulez puis venir un petit peu plus proche, mais au final, c'est pas grave parce que Julien, dans le montage, il va tout pouvoir bien nous faire ça. Fait que ça sera une belle occasion de l'écouter sur YouTube avec Coffee Break après la pause. Les All Brand de Kellogg, chaque jour, pour favoriser la régularité, sans médicaments. Ben, c'est ça. Le titre, c'est « Crise organique du néolibéralisme et retour du nationalisme conservateur au Québec ». Alors, on a rajouté, Philippe, on a rajouté une slide par rapport à ce qu'on avait présenté au colloque Gramsci, parce que là-bas, avec les Gramsciens, tout le monde connaissait Gramsci, donc on s'est dit, on ne va pas en parler, mais là, ici, on va quand même vous le faire rapidement. Gramsci, c'était Antonio Gramsci, c'était en tout cas un journaliste, homme politique italien, 1891-1937, il est mort assez jeune dans les prisons mussoliniennes. Bon, je vous l'ai mis un peu rapidement, mais il est né dans l'Italie du Sud, c'est important quand même, il est né en Sardaigne, donc Italie du Sud, où il y a une fracture en Italie entre le Sud et le Nord, Sud plutôt paysan, le Nord plutôt ouvrier. Il a étudié à Turin, journaliste cofondateur du Parti communiste italien en 1921, il est délégué du Parti communiste italien à la 3e internationale, il part à Moscou. Entre 22 et 24, il revient, il est élu au Parlement italien comme un des députés, ils sont 17 ou 19 députés communistes élus au Parlement italien en 24 et en 26, en fait, il se fait arrêter par Mussolini, puis il va mourir en 37 en prison. L'essentiel de son œuvre est écrite en prison, c'est les cahiers de prison. Donc c'est une œuvre un petit peu décousue, parce qu'il écrit dans les petits cahiers qu'il essaie de sortir comme ça en cachette. Ce qui est intéressant avec Gramsci, c'est qu'il est à la fois contemporain de ce qu'on a appelé la première mondialisation. À la fin du XIXe siècle, il y a eu des échanges économiques, il y a eu une mondialisation encore plus grande que ce qu'on a vécu dans les années 80-90. Donc c'est comme si on vit une répétition de l'histoire. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre Gramsci. Donc il a vécu cette première mondialisation qui a finalement débouché sur la guerre, qui était une mondialisation sauvage, il y avait du colonialisme et tout ça. Ça a débouché sur la Première Guerre mondiale. Il a été contemporain de la Révolution russe, donc la réaction des peuples justement à cette montée de l'oligarchie. Et puis finalement, il a vécu la montée du fascisme au pays qui l'a inventé, avec Mussolini. D'ailleurs, Mussolini a été anarchiste, communiste, socialiste, et puis finalement dictateur. Et donc, c'est un théoricien marxiste, mais non orthodoxe, parce que dans le fond, il a tout écrit en prison, donc il ne pouvait plus se référer à la doxa marxiste. Donc, il a un peu divergé. Alors, il ne s'est pas trop fait tirer dessus par les autres, parce que dans le fond, il a quand même été en prison assez longtemps. Mais ce qui est intéressant chez Gramsci, c'est qu'il s'est intéressé au rôle des intellectuels, de l'éducation populaire, et plus largement de la culture, justement, à la fois dans la conservation de l'ordre social, mais sa transformation. Donc il n'est pas juste dans le déterminisme économique des rapports de classe, mais il essaye de voir en quoi aussi la culture et les médias, en tout cas la communication, il était journaliste, je vous le rappelle, peut aussi jouer un rôle majeur dans l'ordre social ou son renversement. Donc c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de parler de Gramsci. Ouais, alors c'est ça. Notre analyse part de deux constats. Le premier, c'est que le Québec est présentement sous hégémonie nationale conservatrice. Hégémonie qui se manifeste, par exemple, par l'islamophobie d'État, de la CAQ, mais aussi du PQ. Le deuxième constat, c'est dans le fond qu'il y a une montée des extrêmes droites à l'international. Fait que c'est ça. À partir de ces deux constats, on va mettre de l'avant l'idée comme quoi l'arrivée au pouvoir du nationalisme conservateur au Québec au cours des dernières années, dans le fond, pourrait s'expliquer par une crise organique du néolibéralisme à l'échelle transnationale. Ouais. Fait que c'est quoi ça, une crise organique? Ouais. Fait que Gramsci nous l'explique dans une citation. Alors, Gramsci, dans ses cahiers de prison, écrit « Si la classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire si elle n'est plus dirigeante mais uniquement dominante, et seulement détentrice d'une pure force de coercition, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, qu'elles ne croient plus en ce en quoi elles croyaient auparavant. La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt, mais que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Puis, la fin de la citation, il y a une autre traduction qui dit que c'est dans ce crépuscule,
surgissent les monstres. Les monstres, tabarouette. Mais c'est ça, c'est le temps des monstres, dans le fond. Ça vient de là. Alors, c'est ça. C'était une citation un petit peu compliquée, qu'on peut décomposer en ressortant quelques concepts, dans le fond. Alors, pour Gramsci, une crise organique intervient lorsque la classe dominante perd sa capacité de direction sur les autres classes et quand le bloc historique qu'elle dirige se décompose. Fait que là encore, on peut s'attarder sur deux concepts, le concept de direction puis le concept de bloc historique. Fait que la direction, ça renvoie à la capacité d'une classe à, entre guillemets, assurer la cohésion via une nouvelle vision globale du monde. Et en même temps, à prendre en charge l'ensemble des problèmes de la réalité nationale et en indiquer les solutions concrètes. On peut aussi appeler ça l'hégémonie, si on veut. Direction, hégémonie, c'est un peu des synonymes pour Gramsci. La notion de bloc historique, elle renvoie à un ensemble qui résulte de la capacité, justement, d'une classe à s'imposer dans une certaine conjoncture, en conjuguant hégémonie et répression, influence idéologique et matérielle. Pourquoi est-ce que nous, on parle d'une crise organique du néolibéralisme? Parce qu'on rajoute un élément. Pour comprendre l'idée de crise organique du néolibéralisme, il faut revenir un petit peu sur l'analyse de la mondialisation qui a été faite par plusieurs auteurs et autrices dans les années 2000. Pour revenir rapidement aussi, c'était de quoi qu'on parle quand on parle de mondialisation néolibérale? C'est en gros, c'est dans les années 80-90, quand le marché capitaliste, dans le fond, s'est réimposé après une période de crise sur laquelle on va revenir un peu plus tard, à l'échelle de la planète, en luttant contre toute forme d'intervention de l'État, quoi qu'on pense de l'État, sur l'économie. Puis le but, c'était de faire en sorte que ce soit que des entreprises privées qui puissent fournir des services et que tout le monde soit en compétition. Alors, c'est ça. Il y a deux auteurs et autrices qu'on va mentionner rapidement. Le premier, c'est William E. Robinson, qui, lui, va dire qu'au travers de cette mondialisation néolibérale-là, c'est constitué une classe capitaliste transnationale, au travers notamment de la finance qui s'est mondialisée, le fait que tu pouvais posséder une multinationale qui agissait partout sur la planète, puis même déplacer tes capitaux en une fraction de seconde d'une entreprise à une autre, puis faire perdre, mettons, leur job à des milliers de personnes. En même temps que l'émergence de cette classe capitaliste transnationale-là, il va dire qu'il y a eu une forme de, qu'est-ce qu'il appelle un État transnational, qui est, on peut remettre en question cette proposition-là. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que tu avais des spécialistes, des gens spécialisés à l'échelle de la planète qui étaient nécessaires pour faire fonctionner, mettons, les accords de libre-échange et la gouvernance mondiale. Puis, en même temps, il va dire qu'il y a eu un bloc historique transnational qui s'est imposé pour faire fonctionner la mondialisation néolibérale. Pour comprendre l'idée d'un bloc historique transnational néolibéral, on va se baser, nous, sur Saskia Sassen, qui, elle, en plus de la classe capitaliste transnationale, va nous dire qu'il y a d'autres classes transnationales qui se sont développées. Elle va plus parler de classes partiellement dénationalisées. Puis, c'est ça. On a fait vous allez voir sur l'écran, à droite, on a un schéma de ce que ça serait le bloc historique transnational néolibéral. Fait qu'au sommet, il y aurait la classe capitaliste transnationale qui, en fait, dirigerait les responsables gouvernementaux de l'État transnational, de Robinson. Après, il y aurait la classe moyenne, ou en fait les classes moyennes qui seraient restées, elles, partiellement nationales, qui subiraient autant les conséquences de la mondialisation que
il se ferait aussi influencer idéologiquement par cette mondialisation-là. Puis finalement, l'autre classe transnationale, ça serait les travailleuses précaires et les foyers immigrants. Ouais. Alors, là, on a présenté le concept de bloc historique transnational néolibéral. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment, selon nous, il s'est décomposé. En fait, comment il est rentré en crise, qu'est-ce qui a donné lieu à sa crise organique. Puis pour comprendre ça, il faut revenir rapidement sur les analyses de Giovanni Arrighi, qui, lui, fait une histoire de ce qu'il va appeler le système monde capitaliste, ou du capitalisme comme un système mondial, si on veut. Alors, selon Giovanni Arrighi, les différentes nations sont en compétition pour essayer de prendre la tête du système monde. Puis, ce qu'il va appeler l'hégémon, c'est la nation qui est en mesure d'assurer l'expansion du capital, puis de démarrer ce qu'il va appeler un cycle d'accumulation. Parce que le capital, il veut juste s'accumuler. Il est complètement con. C'est une machine à détruire et à accumuler. Alors, c'est ça. Lui, il va nous dire que on peut faire l'histoire de différents cycles d'accumulation qui entrent en crise les uns après les autres. Puis lui, il va dire en fait que les différents cycles d'accumulation, quand il y a une crise, le capitalisme va mettre en place un nouveau, ce qu'il lui appelle un mode d'accumulation. Fait que le premier mode d'accumulation qu'il met de l'avant, ça serait, dans son analyse, c'est en fait, il va nous dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis se sont imposés comme hégémons, avec le mode d'accumulation qu'il va appeler Fordiste-keynésien. Puis, Fordiste-keynésien, le premier, c'est pour Fordisme, ce qui renvoie à comment on organise la production de marchandises, tout en s'assurant que les ouvriers puissent accéder à la société de consommation, qu'il y ait suffisamment de salaire pour pouvoir acheter une partie de la production. C'est une manière aussi de dealer la surproduction dans le capitalisme. La deuxième partie, c'est le keynésianisme, dans Fordiste keynésien, que ça, dans le fond, c'est l'État-providence. Le fait qu'on a un État qui va fournir des services aux gens, leur permet d'avoir un petit peu une meilleure qualité de vie pour pas qu'ils se révoltent. Puis en fait, c'est ça, Arrighi va dire, ça, autour des années 60-70, ça rentre en crise. Ça rentre en crise pour différentes raisons. Une des raisons, ça va être l'accélération des cadences, dans le fond, que genre, on te demande toujours plus vite de produire à l'usine. En même temps, il y avait aussi tout ce qu'on va appeler les contradictions interimpérialistes. Là. Mettons, c'est ça, l'impérialisme est aussi en crise. Il y a des révoltes qui éclatent dans plein de pays et le Nord global ne tient plus le truc. Face à cette crise-là, il y aurait eu un démarrage d'un nouveau cycle d'accumulation sous hégémonie américaine, qui serait justement la mondialisation néolibérale dont on a parlé avant, qui était, c'est ça, de tout financiariser et de créer des grandes entreprises multinationales. Puis nous, en fait, qu'est-ce qu'on vient de dire, c'est ça, c'est rentré en crise au cours des années 2000. Alors, en mélangeant un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que c'est pas assez compliqué, on peut dire qu'il y a eu, en fait, au cours des dernières années, une crise organique du mode d'accumulation néolibéral, puis que ça, c'est inséparable d'une décomposition du bloc historique transnational qui permettait à ce mode d'accumulation-là de fonctionner. Puis, de cette crise-là, ce qu'on va proposer comme idée, c'est qui a résulté pour la bourgeoisie,
la constitution d'un bloc historique transnational néo-fasciste qui a pour but, en fait, d'empêcher l'émergence possible d'un bloc des subalternes ou des prolétaires, des travailleuses, en attendant qu'il y ait un nouveau cycle d'accumulation qui soit démarré. Alors, on a encore une fois fait un petit schéma avec une pyramide. Alors, ce qu'on propose, dans le fond, c'est que il y aurait toujours une classe capitaliste transnationale, dans le sens que les entreprises multinationales existent encore, les capitaux sont encore dans des systèmes financiers internationaux, et il y a encore des capitalistes qui possèdent des entreprises gigantesques et qui ont énormément de pouvoir, comme on a pu voir, mettons, avec Amazon qui a fermé ses centres, puis qui a pu se dire du jour au lendemain, je mets des milliers d'ouvriers ouvrières à la rue parce que je veux pas qu'ils se syndiquent, par exemple. Fait que c'est ça, il reste une classe capitaliste transnationale, mais pour rester au pouvoir, plutôt que de s'appuyer sur ce qu'on appelait l'État transnational tantôt, fait que la classe qui en fait faisait fonctionner les traités de libre-échange et tout ça. Là, maintenant, on se dit, on s'en fout des traités de libre-échange, on veut juste être impérialiste, s'imposer par la force. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la classe capitaliste transnationale va s'appuyer dans son pouvoir sur les parts plus encore nationales de la bourgeoisie. Puis, ce faisant, elle va essayer d'aller chercher l'appui des, entre guillemets, classes moyennes nationales qui ont subi aussi le néolibéralisme. Puis la classe moyenne devient un petit peu comme le symbole de ce bloc-là. Mais, tout en essayant de s'appuyer symboliquement sur les classes moyennes, on va faire une répression accrue envers tous les travailleuses précaires, les travailleuses en général, et les populations immigrantes. Fait que ça serait ça, le bloc historique transnational néofasciste qu'on verrait émerger en ce moment. Maintenant qu'on a bien défini la notion de crise organique du néolibéralisme, on va s'appuyer sur la distinction que fait Gramsci entre crise organique et crise conjoncturelle. Pour voir comment, en fait, cette crise-là se serait manifestée au Québec. Alors, ce que va nous dire Gramsci, c'est que dans l'étude d'une structure, il faut distinguer ces deux catégories-là, que les phénomènes de conjoncture, en fait, ont une signification d'une moins grande portée historique que les phénomènes organiques, mais qu'il faut, en un certain sens, tenir compte des deux. Fait que c'est ça. On va essayer, puis là je vais laisser Raphaël continuer, de relire l'histoire du Québec au travers de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bon, merci Léo. Bon, c'est le temps de la pause, hein, c'est ça? Ça va? Vous êtes encore avec nous? Merci, bravo Léo. Merci. Donc, c'est ça, on voulait mettre la table un peu conceptuelle. Et là, pour retomber un peu sur nos pattes, c'est comment on peut appliquer tous ces concepts qu'on vient de voir à une espèce d'analyse de l'histoire du Québec, en fait. De voir comment, justement, cette crise de la mondialisation néolibérale s'est traduite au Québec par une montée du conservatisme nationaliste. Ou alors, ça a marqué le retour du conservatisme au Québec. Donc, dans le fond, moi, je vais vous présenter j'en ai deux slides. Je vous le dis tout de suite comme ça. Deux chaînes temporelles. Et en fait, on s'est rendu compte que pour comprendre le conservatisme actuel, là, qui pop un petit peu partout, il fallait en fait remonter jusqu'à la Révolution tranquille. Parce qu'en fait, c'est à la Révolution tranquille, dans les années 60 au Québec, et en fait un petit peu mondialement, en France, on va parler des années de 68. Enfin, c'est le moment où le conservatisme plus traditionnel, hein, nous c'était la grande noirceur ici avant, c'est là où finalement le conservatisme perd la main.
et un peu tout ce que Léo a raconté, c'est à partir des années 60 que le néolibéralisme tranquillement va s'imposer. Donc je vais vous faire un peu cette histoire-là là, en deux phases. Là, je vais vous faire 65 ans d'histoire en 10 minutes ou 7 si j'y arrive, mais en deux morceaux. Et à chaque fois en utilisant la distinction de Gramsci. Là. Donc là, si vous voulez suivre sur le schéma, vous avez la ligne de temps avec des dates. Au-dessus, c'est ce que Léo appelait des phénomènes conjoncturels, donc des petits faits qui se passent ici au Québec. Et en dessous, c'est des mouvements plus organiques. C'est vraiment des tendances de fond qu'on retrouve au niveau international et qu'on retrouve aussi au Québec. Donc, si on prend ces premiers 35 ans d'histoire, là, les années 60 jusqu'à, en fait, deuxième référendum, au Québec, on peut voir trois périodes. La première période, c'est celle des années 60, de la Révolution tranquille. Donc, la Révolution tranquille, c'était quoi concrètement ? Donc là, j'ai mis un paquet d'éléments, mais c'est une nouvelle alliance de classe, en fait, qui émerge. On essaie de tasser Duplessis et sa gang, d'une certaine manière. Et là, il y a une alliance entre la bourgeoisie libérale, émergente au Québec, là, qui veut, l'équipe du tonnerre de Jean Lesage, là, la bourgeoisie libérale, mais quand même aussi les mouvements populaires, mouvements syndicaux et même artistiques. Hein, il y a une effervescence dans les débuts des années 60 de la Révolution tranquille. Il y a une alliance de classe qui se crée là. Et c'est un peu ce que Léo racontait. C'est là où on voit émerger un nouveau bloc historique, le bloc qu'on pourrait appeler libéral providentialiste. Parce que ça qui est intéressant, c'est qu'il va s'appuyer sur l'État. Et c'est ça la Révolution tranquille, dans le fond, c'est qu'on prend l'État comme un outil de développement collectif. On va nationaliser l'électricité, on va faire tout un paquet, on va créer toutes sortes de compagnies pour investir dans l'exploration pétrolière, dans toutes sortes de trucs, mais tout ça, c'est l'État. C'est la collectivité québécoise qui se dote d'institutions pour créer les infrastructures de son développement et pour sortir de ce qui était le Québec profond, rural, machin, de l'ère de Duplessis. Donc, c'est quand même important. On conçoit l'État comme un outil de développement collectif. On met en place une forme de capitalisme, ce qu'on appelle à l'époque le capitalisme monopoliste d'État. C'est vraiment l'État qui est en arrière et qui décide dans quoi on va investir. Mais en même temps, on se rend compte qu'on n'arrivera pas à construire une économie québécoise qui soit un peu autonome si on ne s'intègre pas dans un marché, bizarrement, c'est là le truc un peu qui est drôle, dans une économie nord-américaine. Donc on va aussi se coller sur les Américains. Non, parce qu'on veut rompre avec le discours Duplessis d'aller coloniser la BTB. C'est vraiment, on veut devenir des gagnants de l'industrie. Donc, on crée un capitalisme monopoliste d'État à l'échelle dans un cadre économique continental. Et on commence à spécialiser l'économie québécoise pour s'intégrer en Amérique du Nord, avec nos voisins, nos gentils voisins américains. Et on voit un déclin du conservatisme traditionnel. Et là, ça prend le bord d'un coup avec l'Église. Et là, les vieux conservateurs traditionnalistes, comme on va les appeler, pour les distinguer des nationalistes conservateurs actuels, qui sont nostalgiques de l'époque, mais tu sais, qui sont en tout cas... eux, ils perdent le contrôle et finalement, l'État reprend le contrôle de deux institutions majeures de la reproduction sociale, c'est l'école et la santé. C'était privé, ça devient national. Donc on crée le ministère de l'Éducation, on crée les cégeps, j'ai eu ma job. Et donc mais parce que l'idée, c'est Gramsci, c'est qu'il faut éduquer différemment, il faut passer des valeurs différentes, des valeurs d'émancipation québécoise. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on passe de Canadien français à Québécois dans la définition des gens qui vivent ici. Moi, vous avez compris que je ne vivais pas là à l'époque. Donc ça, c'était les années 60. Donc on voit monter une crise du conservatisme et une construction de ce bloc libéral providentialiste. Les années 70, Léo en a parlé aussi, c'est la crise du providentialisme. Tranquillement, et là, ça se matérialise par une dissociation, une rupture dans l'élite dominante. La bourgeoisie libérale qui s'est associée au mouvement syndical, au mouvement populaire, au mouvement artistique pour prendre le pouvoir et tasser les traditionnalistes, là, elle s'est dit, j'ai plus besoin d'eux, ça y est, on est arrivé un petit peu au bout, ils ont fait la job, ils se sont mobilisés, là, je peux les écarter. Puis il y a deux dates importantes, 70 et 72. 70, c'est la crise du FLQ et tout ça. Donc là, tranquillement, ça va permettre de tasser ce qu'on appelait les Québécois violents, parce que dans le fond, dans tous les gens qui se mobilisaient, qui ont fait un petit peu la Révolution au Québec, c'était des ouvriers, il y avait une vision socialiste des choses, et ils voulaient prendre le pouvoir pour créer un État plus juste, égalitaire, c'est dans le fond. Ce qui ne faisait pas le jeu de la bourgeoisie libérale, mais qui ne pouvait pas les tasser au début, mais ils les ont tassés à partir de 70 et la crise d'octobre. Et le deuxième moment, c'est le Front commun de 72, où là, le gouvernement qui s'était allié avec les syndicats pour imposer ces réformes, là, se dit, on n'a plus besoin des syndicats, et c'est là où la rupture est consommée, et tranquillement. Donc l'élite
libéral va se dire, dans le fond, cet État-là, peut-être qu'il commence à coûter cher. C'est la crise du Fordisme dont on parle, c'est 73. Et là, tranquillement, l'idéologie néolibérale de dire, l'État, c'est plus conçu comme un outil de développement collectif dont on va se servir pour se construire une société plus juste. Non, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est un fardeau. Puis les fonctionnaires, c'est plus des gens qui vont nous aider à éduquer notre monde, à construire une société. Non, c'est des bureaucrates qui coûtent cher, qui font chier, qu'il faut couper. C'est le discours qu'on entend aujourd'hui. Ça commence, ce discours-là, à s'imposer dans les années 70. C'est pas à ce moment-là qu'on l'invente, c'est inventé dans les années 40, mais ça s'impose mondialement à partir des années 70 et au Québec aussi. Et là, la rupture est consommée et on peut tranquillement évoluer vers une forme plutôt néolibérale de domination. La troisième période, à partir des années 80, donc on sort de la crise du providentialisme, donc c'est une période charnière, et là on tombe dans la période vraiment d'hégémonie néolibérale. Là, c'est là où ils ont vraiment le haut du pavé, les années 80-90. Il y a deux tendances qu'on peut voir à ce moment-là. Une tendance plus économique et sociale. Oui, c'est la signature des accords de libre-échange dont parlait Léo. C'est la construction de la mondialisation néolibérale. Cette mondialisation, c'est des États, l'État transnational, c'est des États qui signent des accords entre eux. Nous, en Amérique du Nord, là, 1988, c'est l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada. Après, c'est l'ALENA, dont on a reparlé il n'y a pas longtemps, 92. Et puis après, c'est la création de l'Organisation mondiale du commerce en 94, qui va imposer ces accords à tous les pays du monde entier. Et le laboratoire, c'est quand même important, parce que le laboratoire de l'imposition de cette mondialisation néolibérale, c'est l'ALENA. C'est ce modèle d'accord de libre-échange, en fait, qui était même l'ALE avant, États-Unis-Canada. Donc c'est cet accord-là, signé entre les élites économiques canadiennes et états-uniennes dans les années 80, qui vont être le modèle du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est cet accord juridique qui va s'imposer un petit peu partout. Donc on est un peu au cœur de cet empire-là. Mais on voit aussi émerger des formes de contestation. On a mis la crise d'Oka, on a mis la marche du pain et des roses. Ça, c'est important parce que cette marche-là, Françoise David, vous avez déjà entendu parler peut-être, mais en 95, c'est vraiment une première forme de mobilisation féministe, altermondialiste et de critique de cette mondialisation néolibérale. Donc il y a cette première tendance. La deuxième tendance, elle est plutôt politique et culturelle, où on voit finalement une redéfinition. Alors, dans toute cette histoire-là, j'en ai pas parlé, mais quand même, 1980, premier référendum, c'est important parce que c'est un traumatisme pour le mouvement nationaliste. En fait, c'est qu'on fait un référendum, ils sont sûrs qu'ils vont le gagner, mais finalement, ils le perdent quand même beaucoup, 60-40. Et là, ils ne comprennent pas comment ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, là, ils vont commencer à repenser la question nationale, mais dans une perspective stratégique. Le beau risque, il y a toutes sortes de termes qui vont être mis de l'avant. Et en fait, ils sont pris avec un paradoxe. Un paradoxe que Bourgault avait noté déjà dès les années 60. Entre deux concepts, je vous le dis parce qu'on va en entendre parler bientôt, il y a des élections qui s'en viennent, il y a le PQ qui arrive, c'est l'indépendance et la souveraineté. C'est quoi la différence entre ces deux notions-là, c'est indépendance et souveraineté? C'est quand même bizarre, parce qu'au début on voulait faire l'indépendance, là on parle de souveraineté, bon c'est quoi l'enjeu? Mais en fait, c'est par rapport à ce que je vous racontais par rapport à l'État. On se donne un État, mais en même temps on veut s'insérer dans un marché économique nord-américain. Donc à quoi ça sert? Et c'est ça un peu ce qu'ils se sont dit. À quoi ça peut bien servir de se doter d'un État à nous, dont on aurait la pleine capacité? C'est ça le discours nationaliste actuel. Il faut qu'on ait les pleins pouvoirs. Ottawa, ça empiète sur nous. Il faut avoir les pleins pouvoirs, mais à quoi ça sert d'avoir les pleins pouvoirs si tu as perdu le pouvoir sur l'économie? Si la vie économique, tu la laisses à d'autres parce que tu signes des accords de libre-échange. Donc tu veux le pouvoir pourquoi? Dans les années 60, quand ils ont fait la Révolution tranquille, ils ont pris le pouvoir pour construire la société. Et là, tu prends le pouvoir, mais tu ne peux pas intervenir sur l'économie parce que tu as signé des accords de libre-échange. Donc là, tu es pris dans quelque chose. Et là, ça amène finalement un glissement qu'on voit un peu dans tous les pays occidentaux. On passe de la thématique de la lutte des classes, entre des groupes qui s'opposent pour le contrôle, pour développer une société, à ce qu'on va appeler le choc des cultures ou des civilisations. Là, c'est un problème identitaire. Ce n'est pas un problème de riches et de pauvres, d'appropriation des ressources. C'est un problème de nous et eux. Ce n'est pas un discours qu'on avait avant, c'est un discours qui émerge à ce moment-là parce que l'élite nationaliste, elle se retrouve prise à vouloir faire la souveraineté, parce que tu ne peux pas faire l'indépendance puisque tu as abdiqué ta souveraineté économique. Si on comprend ça, on comprend le débat actuel. Donc ça, c'est premier bloc. Deuxième tranche. Donc là, je viens de vous faire 35 ans. Là, je vous fais 30 ans, un peu plus rapide. Du deuxième référendum, 95, jusqu'à 2025. Et c'est là où on voit la réémergence, justement, du conservatisme au Québec. Là aussi, je vais prendre trois séquences. Donc 95-2008, 2008-2017, 2017-2025. 95-2008,
c'est la crise du néolibéralisme. En fait, le néolibéralisme s'impose dans les années 90, puis finalement, surtout à partir des années 2000, j'ai pris 95 parce que c'était le deuxième référendum, puis c'est cette obsession sur la question identitaire, j'y reviendrai, mais on voit de plus en plus émerger la critique du modèle de la mondialisation néolibérale. On se rend très bien compte que ça ne fonctionne pas. On n'a pas attendu Trump pour se le faire dire, on le sait depuis les années 2000, en fait, la fin même des années 90. Et c'est intéressant parce que là aussi, ça s'est joué au Québec, le sommet des Amériques en avril 2001. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais contre l'ASLEA. Il y a eu 40 000 personnes à Québec pour manifester contre les États, enfin les 34 chefs d'État des Amériques s'étaient réunis à Québec pour signer un accord de libre-échange à l'échelle continentale qui s'appelait l'ASLEA, Zone de libre-échage des Amériques, qui était la prolongation de l'ALENA, mais à toutes les Amériques. Et là, les gens, c'était un accord qui était signé en secret, personne ne savait de quoi on parlait, et puis c'était nos chefs d'État, en tout cas c'était complètement absurde cette histoire-là. Et donc les gens sont allés manifester en disant c'est pas possible. Et c'est la première fois qu'il y a eu des barrières, des gaz lacrymogènes, ils n'ont jamais tiré autant de grenades lacrymogènes, puis c'est la première fois qu'il y avait des barrières. Et là c'était complètement fou parce qu'à Québec, en Haute-Ville, au Palais des Congrès, il y avait les chefs d'État, puis il y avait des barrières avec des policiers, puis de l'autre côté il y avait le peuple qui manifestait, qui essayait de dire « Mais de quoi vous allez parler? Montrez-nous le texte que vous signez, si c'est pour notre bien, on pourrait le lire. » Non, vous ne pouvez pas le lire. On vous envoie des gaz lacrymogènes. Donc, ça s'est passé en 2001, sommet des Amériques. Et ensuite, il y en a eu toutes sortes d'autres de mobilisations. Donc, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave, on continue à s'entêter, ingénierie de l'État, en tout cas. Bon, il y a tout un paquet d'affaires, Jean Charest. On voit que ça ne marche pas. Jean Charest, Jean Boulet, ils se ressemblent un peu les deux, en tout cas. Bon. Finalement, on voit que ça ne marche pas. Le PQ est élu, le Parti libéral, finalement, commence à prendre le bord à partir de 2007-2008. Puis là, 2008, on passe à une deuxième étape, qui est ce qu'on appelle la radicalisation conservatrice, parce que les conservateurs peuvent être aussi radicaux. Et ils commencent à l'être pas mal. Et là, il y a deux tendances majeures à partir de 2008. En fait, ça commence avec la commission Bouchard-Taylor, accommodement raisonnable. Là, on essaye de voir comment on peut faire. Puis en fait, ils font une tournée régionale. Et là, ils ne savent plus comment contrôler le monde, parce que dans le fond, tout le monde dit un peu toutes sortes de propos. Donc là, on se rend compte qu'on a un enjeu du vivre ensemble. Puis la logique d'opposition, elle marche. Les gens, ils embarquent dedans. Donc là, ça fait le lit de tout ce courant-là, en passant la CAQ qui est créée en 2011, pendant une crise. Puis là, 2007-2008, c'est intéressant parce qu'en 2007-2008, c'est la crise majeure, la crise financière, la crise des subprimes aux États-Unis. Alors là, c'est la première fois, parce que depuis les années 2000, il y a des crises un peu partout sur la planète, mais il n'y en avait jamais eu au cœur de la bête là, aux États-Unis. Là, les États-Unis, le capitalisme financier américain crash totalement, en fait. Mais là, on met de l'argent public pour sauver les banques. 12 000 milliards de dollars on a mis pour sauver les banques en 8 mois. En tout cas, c'était complètement absurde. Quand on dit qu'on n'a pas d'argent pour faire des programmes, en fait, on en a plein. On en a pour sauver les banques. Donc là, on a sauvé les banques, on a sauvé le capitalisme, mais on a endetté les peuples parce que c'est de l'argent public qu'on a investi pour sauver les banques. Et ensuite, là, il a fallu rembourser. Et là, on était pris. Ça a causé la crise de 2012, parce qu'en 2012, quand Jean Charest il revient et puis il dit là, il faut augmenter les frais de scolarité, ce qui déclenche la grève étudiante, c'était pour rembourser la dette et l'argent qu'on avait envoyé aux banques. Et ça s'est propagé aussi un petit peu partout en Europe. Donc il y a une crise du capitalisme. Je parle trop, par trop longtemps. Ok, je le savais. Donc, je vais essayer de me ramasser. Et donc, finalement, dans ce mouvement-là, là, il y a c'est peut-être le moment où la gauche a peut-être un peu manqué le train. C'était peut-être là où on aurait pu arriver avec un programme un peu différent. Puis finalement, ça a plus ou moins marché. Alors, il y a eu beaucoup de mobilisations, 2011, 2012, 2013. Donc, oui, les carrés rouges, Idle No More, Occupons Montréal, Occupy Wall Street, les indignés. En tout cas, ça a pété un peu partout. Le printemps arabe, le printemps érable. C'est vraiment un moment de forte mobilisation parce que le système vacille. Mais les élites, l'oligarchie est bien organisée. Et dans le fond, on arrête de parler. Bon, on sait que la finance domine, mais on n'arrive pas à proposer vraiment une alternative et on retombe dans cette logique plutôt identitaire. Et donc, on va marteler cette question dans la commission Bouchard-Taylor. On sort de si on se souvient bien, les carrés rouges 2012, la grève étudiante, on sort de ça avec l'élection du PQ, minoritaire. Et qu'est-ce qui nous amène? Oui, ils abolissent la hausse des frais de scolarité, ils ferment la centrale nucléaire, mais ils arrivent avec la charte des valeurs québécoises.
Et là, on relance cette question-là en disant hey, on ne va pas toucher au capitalisme, on ne va pas toucher à la propriété, on ne va pas se questionner sur l'importance d'un État québécois souverain ou indépendant pour se construire une société distincte en Amérique du Nord. Non, on va définir les valeurs fondamentales du peuple québécois pour savoir comment on peut vivre ensemble sur ce territoire. Et là, on détourne encore. Choc des cultures plutôt que lutte des classes. C'est le même discours. Et donc, c'est ça, un peu cette radicalisation conservatrice. Puis là, je vais un petit peu vite, mais ça arrive au 2017. Pourquoi? C'est les attentats de Québec, là, à la mosquée de Québec. Et là, on se réveille, on dit « Ah, comment ça, on peut avoir ça aussi chez nous ?» des gens un petit peu bizarres qui tirent sur tout le monde. Et donc, troisième étape, depuis 2017, on appelle ça la dérive fasciste ou la fascisation de la société, parce qu'on a l'impression qu'on s'enfonce un petit peu là-dedans. Alors, c'est sûr, il s'est passé un gros truc en 2016, c'est l'élection de Trump, la première. Là, on s'est dit, c'est traumatisant, il ne reviendra pas une deuxième fois, mais oui, il est encore là une deuxième fois. Et là, on s'enfonce dans quelque chose un petit peu bizarre. Donc là, on voit vraiment émerger un bloc nationaliste conservateur en voie d'hégémonisation. Parce que là, nous, on est ici dans le bar, mais il y en a d'autres qui vont à Tout le monde en parle, puis qui parlent à pas mal plus de monde avec leur discours. La pandémie a eu un effet aussi, parce que la pandémie, en nous enfermant chacun, tout le monde un peu à la maison, ça a mis un peu Il y avait des grosses mobilisations sur la question environnementale. 2019, c'est la plus grosse manif qu'il y a jamais eu sur la question environnementale à Montréal, avec Greta Thunberg qui était là. La pandémie est arrivée, puis tout est tombé. Il n'y a plus de mobilisation, on n'avait plus le droit de sortir, on se faisait attraper. Et donc, ça va donner... on voit une baisse des mobilisations, des mouvements sociaux. Ça recommence un petit peu, mais on va voir là, qu'est-ce qui se passe. Mais une baisse des mouvements sociaux plutôt progressistes. Quand on utilisait le terme mouvement social, c'était pour caractériser des mobilisations plutôt progressistes. Là, on voit émerger les mouvements sociaux d'extrême droite. Le convoi des camionneurs, le convoi de la liberté, ou tout ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui. Et donc, on est pris un peu dans cette logique-là. Donc là, on ne voulait pas tomber on ne voulait pas finir avec une note trop négative. Donc on s'est dit, bon, maintenant qu'on a analysé cette histoire-là, comment on fait pour organiser la résistance? Parce qu'on est un petit peu là-dedans. On comprend, on le sait, on l'a vu aller, comment on s'organise. Et donc Gramsci, il a deux petits concepts, la guerre de position puis la guerre de mouvement. Mais je vais laisser Léo nous conclure. On est allé au Népal en 2024 avec Léo, puis finalement, quand on est reparti du Népal, ils ont mis le feu au Parlement. Alors on ne sait pas si... On n'a pas fait la conférence. Alors, on vous a ramené une photo. Mais on a quelques propositions pour organiser la résistance, Léo. Ouais, fait que c'est ça. Encore un petit peu de courage. Et c'est la dernière slide. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, on a quelques constats et propositions pour terminer. Fait que, le premier, c'est que... la décomposition du bloc historique néolibéral et la composition d'un bloc historique nationaliste conservateur au cours des dernières décennies au Québec correspond à une tendance transnationale, dans le fond, qui recouvre en fait la décomposition en fait, du néolibéralisme puis la construction d'un bloc transnational néofasciste. Ouais, c'est ça. Ce qu'on va essayer de dire plus pour se redonner un petit peu d'espoir, c'est que des blocs historiques nationalistes, conservateurs et néofascistes, c'est pas en mesure de résoudre réellement la crise, en fait, qui est la crise du mode de production capitaliste dans son entièreté, qui est une crise perpétuelle, dans le fond. Puis que ça ne peut être qu'un interrègne, dans le fond. Puis ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est que tous nos efforts doivent aller dans la constitution, en fait, d'un bloc historique qui serait le nôtre, qui serait un bloc transnational, tu sais. Peut-être que tu crois que la solution, c'est de faire un pays, mais moi, je pense plutôt qu'il faut organiser la lutte sur une échelle transnationale, et remettre de l'avant l'internationalisme. Et on pense, en fait, que l'idéologie et la pratique, en fait, de tel bloc devraient faire la synthèse des perspectives décoloniales, anticapitalistes et féministes. Finalement, il y aurait peut-être un avertissement qu'on devrait se donner, dans le fond, c'est qu'on ne doit pas faire la même affaire
que dans les années 60. Et il ne faut pas se dire qu'on va faire une deuxième révolution tranquille si on s'est fait fourrer une fois. Puis, il faut se dire, dans le fond, qu'on est capable d'être une force autonome et de créer notre propre bloc sans s'appuyer sur une bourgeoisie libérale qui n'a pas les mêmes intérêts. Et pour terminer, j'aimerais dire CMO tutti antifascisti tabarnak. Merci. Joyeux Noël! C'est quoi les valeurs québécoises? Pepsi puis le N-word! Yeah! Après la pause, Stéphane Bureau dit le N-word une troisième fois cette semaine. Vous aimez le podcast antifasciste, anticapitaliste et toutes les autres affaires? Eh bien, Club Dodo, c'est le podcast pour vous. Et c'est très simple. Il suffit de vous abonner au Patreon de Club Dodo pour ne rien manquer de toutes nos activités dodoesques. Et pour ce faire, rendez-vous sur le www.patreon.com/dodoclub. Il me semble que c'est ça. Et puis, vous pouvez le faire gratuitement ou pas gratuitement. C'est selon votre budget, selon vos envies de nous encourager et selon. Et puis, ben merci de vos encouragements et nous vous souhaitons un joyeux Noël, une bonne année et au plaisir de se retrouver dans un prochain Club Dodo. Quand on voit une monture de pistolet de l'assaut, on s'imagine l'aventure d'un cow-boy au grand chapeau. Quand on voit les épinettes, une hache et un boxeur, l'on reconnaît sur sa casquette le bûcheron du Canada. Oh, et il est un gars capable, ce Canadien, le bûcheron. Oh, et il est infatigable, bon travailleur, régulièrement. De grand matin, il se lève, il prend un bon déjeuner, un gros bol de soupe aux pois, grand spécial du cuisinier. Il n'a pas peur de l'ouvrage, dès 7 heures il est au bois. Il faut avoir du courage, et ce gars-là, il n'en manque pas. Oh, et il est un gars capable, Monsieur Campbell, le bûcheron. Oh, et il est infatigable, bon travailleur, régulièrement. Il cause avec ses copains, disant que sa bien-aimée l'épousera le printemps prochain. À 9 heures la cloche sonne, de se coucher il est temps. Pour une bonne nuit il s'en donne, demain il en fera autant. Oh, et il est un gars capable, de Villoireau, le bûcheron. Oh, et il est infatigable, travailleur régulièrement, bon travailleur régulièrement.
Le temps des monstres. Oui. Sponsorisé par Personne! J'ai full aimé ça. Là, écoute, j'avais dit qu'on n'avait pas le temps. On n'a pas le temps. On va buster, mais c'est pas grave parce que vous allez tous bien typer. Ils sont comme, oh non. Oh, ça coûte déjà 1000 piastres. Parce qu'il me reste quelques surprises, OK? Bon, ça va aller vite, là. J'ai des surprises pour vous, OK? Après le show, vous allez pouvoir partir avec ça. Ça, c'est fucking nice, OK? C'est genre une gang de trouble-fête, de 3 pistoles, qui nous ont fait des belles affiches. Crosseur-menteur. OK? Croque-mort. Croque-mort. Ainsi qu'un autre. Vendu jus de cul. Fait qu'il y en a plein, OK? Vous allez pouvoir partir avec ça, puis les coller partout dans les épiceries. Ouais. Puis j'ai aussi, genre, plein de stickers. Des stickers vraiment le fun, genre d'anarchistes, tu sais, des affaires là, pour faire fâcher tes parents. Là. Tu mets ça dans la fenêtre là, du char de tes parents là, pendant les fêtes, là, puis là, c'est ça. OK. Fait que ça c'est les conditions matérielles. Mais c'est important aussi d'avoir du fun, OK? Puis là, je sais pas si vous êtes tanné de ça. Je sais pas si vous êtes tanné de ça, mais moi, j'aime full ça, faire des verbatims, OK? Puis là, j'en ai un, OK? Bon, mais là, c'est ça. Là, je peux pas le faire tout seul, OK, à cause d'une conversation. Fait que je sais pas si... tu veux venir m'aider? Viens, inquiète-toi pas! Viens m'aider. Oui, on l'applaudit. Salut, c'est... tu peux prendre le micro qui est juste là? Salut. Non, mais stresse pas, tout va bien. C'est quoi ton nom? Phil, je suis souvent allé sur... Tu t'appelles Philippe, toi aussi? C'est drôle! C'est Canadon. Non, mais merci, pour vrai. Ça, tu vas m'aider? On va lire ensemble une pièce de théâtre pour Baby Boomer. Oui. Puis ça, c'est important parce que... tu sais, des fois, on comprend pas. Tu sais, bientôt, c'est Noël. Il y a probablement plusieurs d'entre vous qui vont aller voir votre famille là, pendant les fêtes. Puis on comprend pas tout le temps qu'est-ce qui anime les membres de notre... Tu sais, comme des fois, ils ont de la colère, ils ont des drôles de... On comprend pas. Ça va vous aider. À Radio-Canada, ils n'ont jamais de colère. Ça, c'est... Non, mais ils en ont, mais genre, parce que le vin ils la nature sortent est sur pas leur... arrivé. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Fait que là, en gros, qu'est-ce que je vous dis? C'est un extrait de Benoît Dutrisac. Mais honnêtement, c'est... Fait que moi, je vais jouer Benoît, et Benoît reçoit un appel. Il y a quelqu'un... Alors toi, tu vas jouer... Un vrai appel. Mais on sait pas. On va en parler. On sait pas si c'est vrai. C'est pas clair. Mais fait que toi, tu joues Roxane. Alors, je vais mettre dedans. Roxane avec un N. Ben, ouais, mais honnêtement, ça, c'est moi qui ai décidé. Là, mais je trouvais qu'elle méritait juste un N. Honnêtement. Pas sûr. C'est Roxane qui est avec nous. On préserve son identité parce qu'on veut pas la mettre dans le trouble. Mais ce qu'elle a à nous dire, c'est quand même exceptionnel au Québec en 2025 à l'heure de la censure woke. Roxane, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Dites-nous donc, racontez-nous donc votre soirée à vous. Ben, en fait, c'était durant la journée. Là. Moi, je suis bénévole dans une école de mon quartier, puis je suis allée prêter main forte aux 2 employés là, du CSSS de la Seigneurie des Mille-Îles pour aller élaguer la bibliothèque. C'est une activité qu'ils font tous les 5 ans. Ils font du ménage, là, tout ça. Puis nous, ça faisait 7-8 ans que ça n'avait pas été fait. Fait qu'on était dû pour un bon ménage. OK. Fait que mon rôle était très simple. Je devais noircir les codes-barres puis remettre les livres dans des boîtes. Les livres, là, que la bibliothèque enlevait les livres. Là. Roxane, basé sur quels critères? Ben là, c'est ça. Moi, je pensais qu'on se débarrassait des vieux livres. Tu sais, les livres qui tombent un peu en ruine, là, ou les livres qui ont besoin d'un peu plus d'amour. Là. Arrêtez, là, je vais me sentir visé, là. J'ai peur qu'on me jette dehors. Est-ce qu'il est laid? Il est tellement laid, ce Chris-là. Il est laid.
Puis là, tu sais, il faut juste se rappeler, ils sont en studio, il y a absolument personne qui rit. Il y a comme un silence, genre. Ben, aussi, personne n'a jamais écouté Cube Radio. Fait qu'ils sont. Exactement, on ils leur sont littéralement seuls dans le vide sidéral en train de parler de ça. Fait que là, il renchaîne. OK, là, vous arrivez. Vous dites, on va se débarrasser des vieux livres. Tu sais, juste, by the way, on le voit tout ce qui s'en vient. Là. Le voyez-vous, vous autres? Le voyez-vous? La Okay. censure woke. Ça s'en vient, là, OK? Là, vous arrivez, vous dites, on va se débarrasser des vieux livres scrap pour les remplacer. Et là, vous avez une surprise. Ben là, j'ai eu plusieurs surprises. Là. La journée, tu sais, ça a commencé le ménage d'un documentaire. Là, j'ai senti que la personne en charge avait besoin de justifier un peu parce qu'il y avait beaucoup de livres sur le christianisme qui ont été enlevés. Ah ouais? Moi, j'ai pas posé de questions, là, mais elle m'a expliqué qu'on devait avoir une équité sur nos tablettes. Il fallait que le même nombre de livres sur le christianisme que toutes les autres religions. Bien sûr, les bibliothèques remplies de livres sur l'islam. Ouais. Rempli! Elle a pas dit ça, là. Ça, c'est moi qui dis ça. Fait que si on a juste un livre sur l'hindouisme et un livre sur le judaïsme, mais on pourrait pas avoir plus de livres sur le christianisme. Fait que là, il y a beaucoup de ces livres-là qui sont partis. Là. OK, là, juste mini-pause, OK? Genre, là, je pense qu'à date, il l'a pas spécifié, mais on va l'apprendre plus tard. On parle d'une école primaire, OK? Juste dire. Non, mais attends un instant. Es-tu en train de me dire les enfants de 9 ans sont comme « Où sont mes livres sur le christianisme? » Là, c'est Pierre-Luc qui a le livre sur l'hindouisme. Genre, nobody gives a shit, là. Littéralement. C'est quoi un livre sur le christianisme? C'est comme qu'est-ce au primaire? Little Jesus, what is it? OK. Peu importe, on vient. Wow, c'est pas pire. Puis, ça, OK. Non, ça, t'es pas à bonne page. je suis pas à bonne page? Non. Pourquoi j'ai pas C'est à bonne- OK, la réponse. C'est juste OK? Ouais, là, tu réponds OK. OK. Mais Chris, pourquoi je l'ai pas? Le ménage se continue. Là, on est rendu dans les BD. Elle me dit, hey, là, les BD Yakari, là. Tu sais, le jeune Sioux qu'on lisait quand on était jeune. Le jeune Sioux. C'est correct. Alors là, elle me dit, ça doit tout partir, ces BD-là. Je suis comme, ah ouais? Ouais, c'est ça, c'est rempli de stéréotypes. On peut pas garder ça sur les tablettes. Moi, je pose pas de questions. Je mets ça dans des boîtes. Là, ça continue, mais on est rendu au BD de Tintin. Mm-hmm. Là, elle me dit, ça aussi, ça doit partir. Puis là, dans ma tête, je me dis, mais peut-être 1 ou 2 albums ont été controversés. On en entend parler dans d'autres provinces, dans d'autres écoles. Mm-hmm. Mais là, la surprise était très grande quand elle a vraiment enlevé toute la série Tintin. La collection entière? La collection entière. Entière! Puis là, on m'a dit, tu sais, il y a des propos racistes, c'est stéréotypé et même péjoratif pour certains, donc on garde pas les Tintins. C'est raciste, stéréotypé et même péjoratif pour certains. Pas tout le temps. Des fois, c'est raciste puis c'est bon pour tout le monde. En tout cas, OK. Non, mais c'est intéressant, Roxane. Les parents pourraient faire des plaintes. Là, en passant, tous les parents ont des Tintins. Fait que, ils vont les trouver à la maison. C'est ça. Mon père a acheté toute la collection. Là, c'est Roxane qui parle. Parce là. qu'elle a dit, ouais, Roxane a dit. Mon père a acheté. Écoutez, moi, je suis parent là, de 3 enfants. Moi, je suis parent de 3. Merci. Excuse-moi, c'est parce que ce qui fait ça, c'est important. Elle est parent, elle, c'est important. Je suis parent de 3 enfants. Mon père a acheté toute la collection de Tintin quand j'étais jeune. Il me les a donnés. Je les ai lus. Présentement, ils sont dans la chambre de mon garçon de 10 ans. Il est en train de les lire. Live. Là, live, là, pendant que je vous appelle. Ah ouais, lis ton Tintin! Non, mais comme. Tu sais, Phil, il est de même à 7h20 le matin. Juste dire. Non, à 7h20, je dors. Là, Il dort. Ouais, je dors. Mais je le réveille maintenant à 7h20. Bon, ça y est. Moi, en tant que parent, je vois pas de problème avec ça. Mais elle, la fille de la bibliothèque, de la on peut pas les garder. Bon. Mais à la limite, Roxane, tu sais, il y a des propos dans Tintin, mais c'est. D'abord, il faut expliquer l'époque. Deuxièmement, on peut parler du colonialisme belge. Tu sais, le mettre en contexte, mais c'est pas une raison de les censurer. OK, là, je fais juste une pause. Là, tabarnak. Toi, là, tu vas aller voir ton enfant de 9 ans, puis tu vas être comme. Là, regarde. Tristan, on lit Tintin, mais le colonialisme belge, là. Tu comprends? Je te mets ça en contexte, je te laisse pas aller tout seul avec Tintin. Tu sais, what? Non, genre, juste, il n'y a aucun enfant qui. Je sais pas comment. Mais aussi la pensée critique, là. Moi aussi, j'ai lu Tintin au Congo, puis je savais que c'était wrong. J'avais pas besoin que quelqu'un m'explique pourquoi. C'est pas genre Benoît Dutrisac, là, tu sais, qui sent l'alcool assis au bout de ton lit, puis qui est comme là, que. Ils n'ont tué des N-words? Plein! C'était des safaris, mais c'est comme genre, genre, va-t'en.
Je veux juste fucking jouer à la Switch, genre, qu'est-ce que ce vieux dégueulasse fait dans Maman. OK, je continue, excusez. Tu sais, en plus, pour montrer qu'on a évolué et qu'on pense plus de cette façon-là, ça, là, aussi, est-ce que ça n'a pas rapport? Voyons, Chris, moi, je garde des photos de moi complètement torchées pour montrer que j'ai évolué. Tout le corridor, c'est moi, ça poudre, le nan... Quoi? Ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Benoît Trisac, il a l'air de boire tellement de vieux vins. De vieux vin, ouais. Tu sais, qui fait décanter, là, c'est ce gossant-là, il fait décanter du vin de Depp. Benoît! Go get help! OK. Mais de censurer toute la collection à cause de quelques cases ici et là dans Tintin, c'est quand même un peu extrémiste. J'étais très étonnée, effectivement. J'ai dit ça à bonne part, Appréciez-vous? Ah oui. Et il n'y a pas juste Tintin qu'on a mis aux poubelles dans cette bibliothèque-là. Non, ça s'est poursuivi avec les BD Archie. OK. Je peux pas lire ça, aussi. Dont on se rappelle, Archie comique, là. Elle me dit, ça aussi, ça doit partir. Puis je dis, ah ouais, pour quelle raison? Puis là, elle me dit, parce qu'Archie est polygame. Et puis là, honnêtement, j'ai pouffé de rire. Je pensais que c'était une blague. Puis là, elle m'a regardée très, très sérieuse. Puis elle a dit, non, c'est pas une blague. Archie est polygame. Des fois, il sort avec Betty. Des fois, il sort avec Véronica. C'est pas des valeurs qu'on veut inculquer à nos jeunes garçons. Là, j'étais sans mots à ce moment-là. Mais là, en fait, moi, là, j'ai lu beaucoup Faut que vous alliez l'écouter, pour vrai. Allez sur le site de Queue. Mais moi, là, en fait, j'ai lu beaucoup d'Archie quand j'étais petit, Roxane. Je sais pas vous, là. Mais en fait, Archie, il sait pas s'il aime Véronica qui a les cheveux noirs ou s'il aime Betty qui a les cheveux blonds, mais... Exact. Mais ils habitent pas les trois ensemble, là. Il a pas marié les deux en même temps. Je veux dire, tu sais, c'est l'adolescence, là. Puis s'il y a une BD où c'est une fille qui hésite entre deux garçons, hein? Est-ce qu'on va aussi la censurer? C'est une bonne question. Ou si c'est un gars avec deux autres gars, ou une fille avec deux autres filles, est-ce que, là, les critères de censure s'appliquent partout de façon égale? Hein? Effectivement, la question se pose. Non, la question se pose pas, Roxane! You stupid madame! Hey, réalisez-vous qu'on a deux adultes passés l'âge de 60 ans qui s'inquiètent parce qu'il n'y a plus de archis, des archis. Hey, imagine comment à l'école primaire. À l'école primaire, qu'est-ce qu'ils vont faire sans leur archis? Voyons, cette calice de Chris. OK, mais c'est qui a donné ça, ces directives-là? Ben là, j'ai posé la question. Après les Tintins, là, j'ai posé la question à la dame. J'ai dit, là, est-ce que c'est une consigne à l'échelle du Québec? Est-ce que c'est partout dans les écoles que vous retirez les BD de Tintin, par exemple? Dans le monde, madame, les woke sont international. Elle me dit non. La décision est prise dans chaque centre de service scolaire. Donc, chaque... Et une personne qui prend la décision de... Merci. J'ai Invisalign, fait que dire... C'est tough, hein? C'est tough. De retirer les livres. Et là, cette dame-là, elle suit la consigne qui lui a été donnée, dans le fond. Wow! C'est pas pire. OK, je l'ai. Ouais. Wow, c'est pas pire. Là, OK, là... Les mangas. Là, c'est là que tu vois tout le génie du Trisac, genre... Tu sais, imagine, t'es tout seul, là. C'est lui qui gère son émission. C'est tellement un ton de marde. Il se met lui-même le pied dans la trappe à ours, dans la marde, sur la traque de train, comme pour rien. Wow, c'est pas pire. Puis, est-ce qu'il y avait des mangas? Parce que les mangas, là... Moi, j'ai parcouru les mangas que tous les jeunes regardent, lisent. Puis il y a des bouts, c'est violent. Il y a des bouts, tu sais, tu te dis... mais moi, j'ai dit à mon gars, puis à ma fille aussi, elle est plus jeune, mais plus vieux aussi. Gardez un air, gardez une lecture critique face à tout ça. Vous voyez, de la violence, il y a des limites aussi, là. Faut pas non plus que ça soit... qu'on glorifie la violence, par exemple. Le gars à Cube qui accuse toutes les personnes racisées d'être des criminels. Puis là, mais où est-ce qu'il est? Tu sais, où est-ce qu'il est? Pourquoi ils ont ouvert la porte des mangas? Moi, j'ai checké ça. Puis là, par exemple, là, il dit, oui, c'est ça. Il faudrait pas qu'on glorifie la violence, par exemple. Envers les femmes, il n'y en aura pas dans la maison de ça, je vous le dis. Des femmes? Mais on parle pas de ça ici, là. Bien là, justement, les mangas, ça a été un sujet de discussion parce que j'ai dit que c'était très populaire. Puis là, la madame, elle a dit, on ne pourra pas vous en donner plus que ce que vous avez maintenant, parce que justement, les autres tomes sont trop violents
comme vous venez de dire, il y a de la violence faite aux femmes, tout ça, on veut pas aller là, donc... Là, c'est ça qui est malade, c'est que dans le fond, tu sais, lui, il sort une affaire, puis là, finalement, la madame folle woke, la bibliothèque, elle a la même affaire que lui. Fait que là, il est fourré. Fait que là, je dis, ben, mais ça dépend des mangas, là. Là, il est tout seul d'un débat avec lui-même, puis il se retrouve à défendre les mangas. T'es sous, buddy. T'es sous-raide à la radio. C'est pas tout pareil. Moi, on m'a expliqué qu'il y a différentes catégories de mangas. Et si c'est dans une école primaire, il y en a qui sont très appropriés. Il y en a qui le sont pas. Mais là, il faudra faire preuve de jugement. Mais là, après, ça va être quoi? Astérix? Astérix chez les Espagnols? Chez les Vikings? Astérix chez les Espagnols, j'ai adoré ça, genre, Mano. Astérix, je veux dire, est-ce que ça devient aussi des stéréotypes racistes? Roxane, c'est une bonne question. Elle trouve toujours que c'est des bonnes questions. Mais je suis très curieuse. Là, j'ai pas pensé à la fin de la journée à aller vérifier si Astérix était encore sur les tablettes. Je vous tiendrai au courant, mais j'espère que oui, demain, que je vais retrouver mes Astérix. Oui, mais est-ce qu'on va censurer les Martines aussi? Hein? Parce que ça propage des stéréotypes. La petite fille cute. Je trouve ça bizarre qu'ils disent cute en premier. Regarde, des fois, quand t'es Saint-Boss de Rome... La petite fille cute, tranquille, française, parce que là, on peut aller jusque-là. Jusqu'où on arrête? Jusqu'où on va? C'est une très bonne question. C'est pas une bonne question! Jusqu'où on arrête, c'est une des pires questions. J'ai jamais... C'est même pas une vraie question. Jusqu'où on arrête? Mais Martine, c'est juste poche. C'est pour ça qu'on devrait enlever ça des tablettes. Non, mais on s'en fout. Moi, on m'a demandé ce que les jeunes préféraient lire, tu sais, puis je nomme la collection Noire de la courte échelle. Oui. C'est classé avec des lunes. Donc, une lune, c'est pour les 7 ans et plus. 2 lunes de 9 ans et plus. Et 3 lunes, 11 ans et plus. Excusez. Oui, c'est vraiment. Donc, c'est pour nos élèves de 5e, 6e année qui sont très, très en demande, ces livres-là. Je lui ai dit, pourquoi on n'a pas les 3 lunes pour notre 3e cycle? Elle m'a dit, non, vous les aurez jamais, ces livres-là, parce que la plupart de ces livres-là se terminent mal. On peut pas faire vivre ça à des enfants. Là, juste dire. La planète. C'est là que tu le sais qu'elle ment, cette femme-là. Parce que personne n'a dit ça, puis la raison pour laquelle ils les ont pas, c'est parce qu'ils ont pas de cash. Puis la suite le valide un peu, parce que c'est drôle aussi, il essaie de s'énerver avec ça. Oui, si on peut pas... Les porcs à rire. Benoît... Je vous le dis, ça peut pas mal se terminer ou la fin peut pas être ambiguë ou remplie d'incertitudes. Ça se peut pas! Faut vraiment que l'enfant sache exactement comment ça finit et il faut que ça se termine bien. Hey, il faudrait appeler la courte échelle. Là. C'est une bonne maison d'édition qui publie depuis des décennies. Puis imagine, encore une fois, avoir 62 ans puis t'es là. T'es là un matin. Là. Et je pense qu'ils sont très aptes à savoir ce qui est approprié pour des enfants et ce qui ne l'est pas. Mais là, Roxane, on enlève des livres parce qu'ils finissent mal. Là, juste dire, on n'enlève pas des livres parce qu'ils finissent mal. Ils n'ont jamais été là, les livres. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Fait que tu vois-tu comme où c'est qu'on se crée des espèces de conversations qui n'existent pas? Nous, là. Ouais, mais en fait, les professeurs les aiment, ces livres-là. Ils les achètent puis ils les gardent dans leur classe. Donc, les livres sont disponibles pour nos élèves dans les classes. Moi, je peux pas les avoir dans ma bibliothèque. Hey, Chris, ils sont dans les classes à cause des profs. Chris, c'est quoi, le petit problème? Chris, elle est en train de te dire, les profs les achètent eux-mêmes, probablement avec leur cash. Fait que tout va bien. Ben, en même temps, tout va mal. Pourquoi que les profs achètent des livres avec leur cash? C'est comme Phil, le script. Il essaie de se craquer. Lui, il doit la trouver conne, Roxane. Hein? Le script. Excusez. Ça me rend dingue. C'est extraordinaire, c'est hallucinant. Comment vous êtes rentré à la maison après ça? J'étais un peu sous le choc, honnêtement. Avec ce sentiment d'impuissance. Là, il y a un petit fonctionnaire quelque part qui a dit « Non, on va censurer. Voici les critères que je vais établir. » Puis là, tu dis « Vous essayez de discuter avec elle. » Puis là, elle dit « Non, c'est de même que ça se passe. C'est moi la bosse. » Fait que là, ils sont ramassés dans les boîtes, ces livres-là. Est-ce qu'ils se ramassent en recyclage? Ils ont été pilonnés? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Ben c'est ça. Là, pour l'instant, ils sont emboîtés. La direction de l'école devrait faire un choix, savoir s'ils vont être mis en vente à petit prix ou on nous a suggéré de faire un salon d'adoption, donc pour donner les livres aux familles de nos élèves. Which is like la bibliothèque! Hey, attention, là! Attention, ça veut dire que ça ne sera pas approprié à l'école, mais ça va peut-être l'être à la maison. Oh mon Dieu! Là, on va débaucher nos enfants. Ça se peut pas. Que vous allez faire, là? Il n'y a rien d'autre à faire.
Nous, on va essayer de faire le suivi avec le centre de service demain, probablement, peut-être au cours de l'émission. Mais c'est toujours aberrant quand on est rendu à s'en prendre à des bandes dessinées qui sont pas si... Il y en a qui sont douteuses. Mais ce que vous avez dit, là, ce que vous avez décrit, la courte échelle, Tintin, Archie, vraiment... Hey, tu sais, en plus, Archie, là, il y a zéro violence là-dedans. Non, c'est vraiment très humoristique. Je sens vraiment qu'on est un petit peu dans la culture du bannissement, là, je vous dirais. C'est ça, hein? Sachant que c'est pas à l'échelle nationale, là, c'est seulement notre petit qui a pris cette décision-là. Je trouve ça un peu plate pour nos élèves. Ça c'est bad shit aussi crazy. Parce que je sens qu'on est un petit peu dans la culture du bannissement. Il dit c'est ça, hein? Puis elle dit, sachant que c'est pas à l'échelle nationale, c'est seulement notre sens de service qui est de même. Ça fait, ben, même si c'est vrai, parce que je pense que tout ça est 100% de la bullshit, by the way. Mais même si c'était vrai, mettons, on prend ça à face value, que c'est ça qui s'est passé, une petite madame qui a décidé de casser Archie, parce que, tu sais, whatever. Parce qu'ils sont à moitié morts. Non, mais c'est ça, puis parce que tout le monde s'en crisse, anyway, le genre. Hey, on s'en torche-tu, tes cartoons de 1952? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça une culture quand ça se passe juste d'une école, c'est spécifiquement pas ça une culture. C'est le contraire d'une généralité, c'est une spécificité. Fait qu'eux autres essaient de bâtir une genre de culture du bannissement. Puis elle est tellement pas bonne. Lui, il doit rager contre elle dans sa tête, de dire ta gueule, esti. Je viens de dire c'est ça, puis elle est comme, mais sachant que c'est juste dans une pièce avec une madame, c'est d'autant plus dommage. Le script, Philippe. Le script. Le script. Là, c'est OK. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Puis là, moi, j'ai dit. Oui, sachant que c'est les seuls nationaux, oui. Là, lui, il revient. Puis moi, je partageais le dilemme d'Archie. Tu sais, Véronica avec ses beaux cheveux noirs. Qui est un peu rough, un peu bourge, ou Betty, les cheveux blonds. As-tu dit un peu bourge? Oui. Benoît Dutrisac a décrit Véronica comme un peu bourge. Il est avec nous autres. Non. Il est avec nous autres. Non, lui, il a dit ça, puis ça l'a fait bander. Genre, c'était comme sexuel. C'est comme être un peu bourge. Lui, c'est elle qui veut, là, honnêtement. Là. Lui, il commande tout à fait des poupées sur genre Temu, là. Oui. Pauvre poupée. Puis là, où Betty, les cheveux blonds, qui est fine, elle est vraiment fine. Là, tu dis, oh my, Mais bref, j'ai jamais eu la chance d'être dans cette situation-là à l'école. Parce que t'étais un hey, mais tu sais, pourquoi on est là? Hey, merci, Roxane. Merci pour ce témoignage. Puis on va essayer de faire avancer cette histoire-là, parce que ça peut pas se passer de même au Québec d'avoir une petite madame qui décide de ce qui va être censuré, ce qui ne le sera pas. Parfait. Merci à vous deux. Bonne journée. Là, où est-ce vous deux? C'est parce qu'il y a une co-animatrice qui parle jamais. Ah oui, qui est une journaliste recherchiste. OK? On la voit, elle est comme sur son laptop. Cybèle. Ouais, elle est comme sur le laptop à côté, puis elle est comme... C'est pas vrai. Elle est là dans le show du Rocher aussi. Ça se peut, c'est ça. Fait que là, il dit, merci, bonne journée à vous. Hey, ça se peut pas. Ça dépasse l'entendement. Et là, il y a un auditeur qui me dit... C'est malade, quel commentaire excellent. Il y a un auditeur qui me dit, moi, je viens de la Belgique... une auditrice. Je viens de la Belgique. Je suis pas raciste. Puis là, Cybèle, elle enchaîne. Là, c'est Cybèle. C'est plus Roxane, elle est partie, Roxane. Ben, il dit, moi, j'ai lu tous les Tintins. Je suis pas raciste pour autant, puisque fille d'immigrants belges et canadienne. Donc, impossible de racisme. C'est comme... That's how it works. C'est rendu n'importe quoi. C'est du patrimoine de l'époque et c'est ça qui revient beaucoup, Benoît. Le monde se dit, coudonc, pourquoi tout le monde toujours effacer l'histoire et toujours la même occasion s'écraser, à la même occasion s'écraser. Puis quelqu'un qui vient sur la question d'Archie puis qui dit, coudonc, moi, je comprends pas, les woke devraient l'aimer. Archie, c'est un symbole de polyamour, de polygamie. C'est pas ça qu'on veut mettre de l'avant, la diversité. J'aime ça quand le monde qui ont des conversations complètement pas rapport trouve des points pas rapport dans leur conversation. Ils sont comme, asti, ça tombe bien pas rapport. C'est ouais, mais il y a juste toi qui a dit ça. Chris, il y a pas un woke là. De quoi tu parles? Hey, allô les woke, pas. Tu sais, c'est comme. Non, mais la madame de la bibliothèque, littéralement, les livres étaient déchirés et vieux, puis elle les a mis dans une boîte. C'est ça l'histoire. Puis il n'y a même pas d'histoire, mais si c'est ça l'histoire, c'est ça honnêtement, l'histoire. Il y a aussi une chance sur deux que ça soit genre une recherchiste de Cube qui appelle. Là. Ouais. Tu sais, pour vrai, ils font ça. Non, mais. Tu sais, il n'y a pas personne qui a dit ça. On s'en fout, là, tu sais, puis nous. Oui, de polygamie. Ouais, il a trouvé ça bon, c'est vrai. C'est ça qu'on veut mettre de l'avant, la diversité. Ouais.
et si belle. Et moi, ce qui m'a accroché, c'est que quand elle a parlé de la collection noire de la courte échelle, parce que les histoires finissent mal, Benoît, est-ce que c'est pas important pour les jeunes de lire toutes sortes de fins, toutes sortes d'histoires pour être capable de se faire une tête? Non, Cybèle. Se faire des idées? Non. D'être capable de réfléchir à différents scénarios? Non. Le pessimisme, c'est non. On veut juste des histoires qui finissent bien. Ce qui est négatif, c'est non. Mais c'est parce qu'une fois rendu dans la réalité, là, en pleine face, la vie est pas parsemée de belles histoires sans arrêt. Arrête, tu vas créer de l'anxiété, c'est pas joli. Si, on dirait qu'il veut la fourrer. OK. J'avoue que ça va ajouter... L'anxiété, c'est non. Une chance que je suis pas prof. C'est non. Les noms, c'est deux. La courte échelle, collection noire, c'est non. Ciboire, on est rendu où? Il s'en rend compte. Lui, il dit ça. Ciboire, on est rendu où? Puis j'étais comme, Chris, on vient de se rejoindre. Là, tu vois, on vient, moi et puis lui, dans nos petites motos. T'es comme à Mario Kart, quand tu prends un chemin, puis là, tu retrouves le groupe. Pauvres enfants. Pauvres enfants, oui. Là, une petite madame, on va faire des appels à courte échelle, le centre de service scolaire. Hey, puis on peut-tu répondre déjà? C'est quoi que le centre de service scolaire d'Émilie va répondre? Merci, Cybèle, pour votre message. Nous prenons en considération toutes vos demandes et nous allons vous revenir dans les plus brefs délais. Sachez que nous faisons... Impossible que quelqu'un crème ça. Attends une minute, la phrase. Sachez que nous faisons dans le mieux possible pour nos élèves et dans le tout, dans le respect de ce que les parents nous demandent. Bien à vous, entre parenthèses, allez vous faire foutre. Oui, ça va être ça. Les BD de Valérie Plante vont-elles être retirées? Hein? Parce que l'histoire à Montréal, ça n'a pas l'air de trop bien aller. Ça, c'est bon. Simone Simoneau, est-ce que c'est non ou c'est oui? Ah ben, ça doit être oui, ça. J'en doute pas. Ça, c'est un extrait top to bottom qu'eux, ils ont mis de leur émission. Juste dire, tellement d'affaires là-dedans. Genre, ils vont faire le suivi de l'histoire. Est-ce que je peux m'en aller m'asseoir? Est-ce qu'il faut que je... T'es assis. Oui, tu peux de toute façon, c'est fini. Là. Je veux juste dire... Imagine, tu travailles dans un fucking centre de service scolaire. T'as pas un scène de budget. Faut que tu vides la bibliothèque l'après-midi avec des bénévoles. Puis le monde est fou craque dans la tête. Puis tu reçois un appel, genre, de Benoît Dursuzac qui est comme « Hey! Les Tintins sont où? » T'es comme... Monsieur, genre, what? On manque de profs, genre, tout le monde vit de la violence, il n'y a pas de budget, il y a des murs qui tombent, pas de chauffage, les toilettes sont bouchées, puis eux autres sont genre, les archi-tabarnak. Joguette, où ce qui est? Les burgers! C'est genre... Mais, ceci dit, ça m'a quand même donné une idée. Peut-être, à Noël, ça serait bon, dites à votre famille que le gouvernement veut censurer Alain Deneau à cause qu'il est polygame. Puis peut-être qu'ils vont comme commencer à acheter ses livres, puis... Les mettre sa bolle! Non, mais en tout cas, ils sont fous raides, mais ça peut vous expliquer quand même pourquoi vos parents sont frus-frus. C'est qu'ils se font crinquer des histoires de même dans la tête. Mais ça, c'est sur les ondes publiques en passant. Ouais. Cube est encore sur les ondes publiques, fait qu'on paye pour ça. Ouais. Pas beaucoup, 1,37 Mais par trop, année, trop mais pareil. c'est trop. Ouais, trop pareil. C'est vraiment coco. Et ceci met fin à Club Dodo. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Venez chercher vos cadeaux. Il y a plein d'affiches pour toi. Il y en a vraiment plein. Prenez-en si vous voulez en coller dans les épiceries. Merci, Marie. Merci beaucoup. Joyeux Noël! Et on se revoit bientôt. OK.